Une légende à 4 roues. Le rallye de la Vallée d'Aoste est une page d'histoire du sport automobile italien. Pendant une quinzaine d'années, il fut avec le rallye de Monte-Carlo, icône de ce sport, et le Yane Rally, l'un des 3 rallyes au monde, excepté ceux scandinaves, qui se couraient en hiver. Les grands champions ont écrit leur nom sur le livre d'or. Le dragon Sandro Munari, le talentueux Attilio Bettega, le champion du monde Miki Biasion ont été les plus grands de la Vallée d'Aoste. Ils montaient tous à Aoste au début décembre pour tester les structures et les pneus, en vue du Monte-Carlo qui ouvrait la saison des rallyes internationaux au mois de janvier de l'année successive. C'était une opportunité pour ceux qui allaient participer au Monte-Carlo pour faire des essais. Et là, a été l'opportunité la plus grande pour le rallye de Val d'Aoste de monter d'importance, d'arriver aussi à la validité des championnats d'Europe, grâce surtout à la présence des équipes officielles qui donnaient prestige et spectacle. Alors, par exemple, dans les années 1977-18, seulement l'Automobile Club Vallée d'Aoste avait 200 commissaires de parcours. Mais là, la différence, ça a été la présence, comme dire, quand tu vas voir la Juventus, le Milan, l'Inter, c'était les meilleurs à cette époque au niveau italien et aussi européen. C'était un peu ça, un peu l'amitié qu'il a toujours lié le patron de l'ancienne compétition, M. Cesare Fiorio, qu'il avait son logement de montagne à Cervinia. Il nous faisait cadeau d'envoyer cette voiture. Et du même temps, il a le plaisir d'essayer les pneus, voilà. Et pour nous, c'était, comme je parle de Valdôtain, réaliste, c'était magnifique, voilà. Le rallye est un des événements sportifs les plus importants de la Vallée d'Aoste. Les gens ouvrent les portes de leur maison aux pilotes durant les reconnaissances de terrain, qui autrefois étaient libres et avaient lieu le plus souvent de nuit. Puis, le jour de la course, ils descendent nombreux dans la rue pour applaudir le grand spectacle. Je suis favorable à ce type de rallye parce que pour les gens, pour tout, et en plus, lorsque tu fais un rallye chez toi, même si tu es fatigué, tu ne te sens pas parce que tu as tous les copains, la claque et ça qui te tiennent vif, tu as pas. C'est le dernier problème, ça, voilà. Et c'est plus sûr, c'est plus facile. La nuit, c'est plus dur, mais moi je préfère, voilà. Il y a beaucoup de monde qui suit le rallye, surtout, hein, beaucoup plus de monde que maintenant. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on veut défendre des choses qui n'existent plus, mais tout le monde dit ça. Et on peut changer le règlement. C'est un sport qui a toujours été très cher. Ils ont cherché de faire des règlements pour faire épargner les gens, mais le résultat, il a été contraire. Voilà. Il y a des valeurs parmi les Valdôtains même. Moi, j'avais le campagnard de Chalac qui m'attendait avec sa bouteille de verre. Parce que je ne parle pas toi, je suis Valdôtain, alors. Et j'ai aucune envie de boire du vin, mais il m'attendait, je faisais seulement de boire un verre, à la tuile, autre chose, c'était tout pareil, voilà. Et ce sont des choses pour mes racines qui comptent beaucoup, voilà. L'histoire du Vallée d'Aoste commence en 1971. La première édition vaut pour le championnat régional sprint et c'est une course de régularité. Au départ, il y a aussi Roberto Bettanini, qui sera ensuite un des grands protagonistes valdôtains du rallye. Il le fait d'une manière insolite. J'ai fait la première édition du rallye de la Vallée d'Aoste en 1971, mais pas comme pilote, mais comme coéquipier. Avec un pilote valdôtain qui s'appelait Aldo Netto, avec une BMW 2002. C'était la première édition et j'ai fait 4 ans les coéquipiers avec des pilotes valdôtains, Netto, Zoso
Et après, j'ai commencé dans les 76 à faire le pilote avec ma voiture, une Simca Rally 2. La course part et arrive en place Chanou, et on court déjà au début de l'hiver. La neige, la glace et la nuit en sont les maîtres. Et le rallye, c'était toujours en hiver, se courait seulement la nuit, et des étapes longues et fatigantes. Il faut des dons de vitesse et de résistance pour émerger. C'erano le 22 e le 23 prove che oggi quasi non si fanno neanche nella gara del mondiale. Era divisa in tappe, c'era il giorno, c'era la notte, perciò dovevi essere anche preparato oltretutto fisicamente, perché capire di correre per ore e ore e ore senza, non è che ti potevi rilassare. Poi se puntavi a un certo tipo di risultato, diciamo che l'adrenalina ti doveva rimanere comunque dall'inizio alla fine, perché non è che diceva adesso rallento, poi mi riprendo e le posizioni chiaramente ti sfuggono. Allora partivi già con un certo tipo di sprint e dovevi arrivare così. Chiaramente se uno puntava al risultato, con le vetture diciamo con le vetture dell'epoca, secondo me era molto il pilota che faceva la guida, che faceva funzionare bene sta macchina, perché erano macchine che comunque gli assetti, le gomme, la tecnologia non c'era. Di conseguenza il pilota era quello che era il 70% della funzionalità della gara. Ce sont les années d'or des courses de rallye. Épreuves libres et le plus souvent la nuit, choix libre des pneumatiques, qui peuvent être changés aussi à chaque épreuve spéciale. Une fois, on devait prévoir où s'arrêter, quel type de pneus déjà à peu près préparé, parce qu'une chose est aller à un parc d'assistance, on peut aller avec un camion, un tir, et on débarrasse, on met là, on fait un magasin aussi, non? Ambulant. Puis on peut choisir, peut-être les pneus pour sonner, mais... Et nous, c'était vraiment un cirque qui se déplaçait le long des chemins. Et c'était aussi beau, disons, il y avait une atmosphère différente. Nous, alors, on allait essayer quand on voulait. Et alors, il n'y avait pas une présence pendant peut-être un jour ou 2 jours de 100 voitures sur 2 ou 3 épreuves. On avait 6 ou 7 épreuves, on allait un jour. Si le rallye n'était pas trop loin, on allait peut-être un jour à faire 2 ou 3 preuves et puis un autre jour. Je me souviens quand dans une période j'avais une activité commerciale, j'ai fermé le magasin aux 7h30 le soir. On allait faire les essais jusqu'à 3h ou 4h le matin et puis on revenait. On allait au lit de 3h et puis 4, et puis à 9h j'ouvrais de nouveau. Les rallyes c'était de nuit la plupart. On les courait dans la nuit et alors on faisait les essais dans la nuit. Mais on cherchait toujours de ne pas déranger au-delà du bruit quand tu passes à côté des maisons. Mais jamais on passait dans une place ou dans une rue étroite à 2 heures de l'après-midi, peut-être mettant en risque aussi la vie de ceux qui sont en train de vivre leur vie quotidienne. Les reconnaissances faisaient partie du grand spectacle des rallyes. Les passionnés passaient les nuits pour voir passer pilotes et navigateurs et entrevoir les mulets, c'est-à-dire de véritables voitures de course travesties en voitures en série. C'était un spectacle qui avait une vie bien plus longue qu'une journée, comme
à peu près sont les rallyes de maintenant qui ont une vie d'un jour et peut-être un jour et demi des essais. Il y avait une atmosphère différente. Il y avait sûrement moins d'opportunités aussi pour les jeunes. Souvent, les pilotes achetaient l'auto avec laquelle ils devaient courir et la préparaient chez eux dans leur atelier. Mi sono acquistato queste auto che ho preparato nuove, poi venivano smontate completamente, fatti i dovuti rinforzi nei punti in cui l'allegato ISCI ti permetteva e poi si faceva qui comunque sempre noi qui in officina e in più poi si prepara tutta la parte dei gruppi meccanici. Preparare vuol dire acquistare i pezzi dai preparatori chiaramente da Inscher in Germania, da Conrero in Italia e a questo punto si assemblava sta meccanica bullone per bullone, perciò diventava anche per me personalmente una soddisfazione un po' più ampia, oltre alla competizione avere il mezzo che tu stesso ti preparavi, diventava anche una doppia soddisfazione di persona, diciamo. Remo Celesia, Alberto Zoso, Roberto Bettanin, 3 rivaux mais aussi 3 amis. Noi tre all'epoca eravamo comunque amici, molto amici, come lo siamo tuttora, però diciamo la rivalità c'era nella competizione, chiaro che quando ci si partiva allo start ci si salutava, però comunque poi subentrava la competizione e poi da lì in poi ognuno cercava di fare il meglio possibile, anche per andare uno più forte dell'altro sicuramente. En 1977, le rallye est admis au championnat italien. L'escadron Lancia arrive et Sandro Munari fait tourner sur les routes de la vallée la Stratos officielle. Commence ensuite le règne d'Attilio Bettega, qui remporte 3 victoires consécutives avec sa 131 Abarth Olio Fiat. 1978, 1979 et 1980. C'est lui le chouchou du public valdotin, même quand il n'est pas vainqueur comme en 1981. Presque tout montait les chaînes à neige, les chaînes, parce qu'on n'avait pas de traction et la Fiat, il a dit non, la Fiat ne monte pas des chaînes. Et alors il avait quelques minutes de difficulté à prendre le départ et il n'avait pas de traction, surtout au Colle San Carlo. La course se qualifie pour le championnat européen. Et pour le Valle d'Aoste, c'est la grande occasion. En 1983, ils sont 4 à se disputer le titre italien et européen. Les pilotes du Lancia Junior Team, Gianfranco Cunico, Fabrizio Tabaton, Miki Biasion et celui de l'Opel Dario Cerato enflamment le public. Tabaton remporte la course. Biasion, le championnat européen et italien. Mais le véritable homme de la course est Cerato. Cerato, il a vendu très cher la peau. Il pouvait même, si avec quelques difficultés, il pouvait aussi gagner. Et pourtant, le Valle d'Aoste ne réussit pas à décoller. Il y avait à Autun, il y avait Primo Grosso qui c'était l'anime, le cœur du rallye, et c'était lui qui avait porté lui et Ciccio Rossi le rallye au championnat européen. Après, ils ont eu des problèmes économiques et ont dû faire choisir un autre championnat, le championnat italien. Et ce sont les choses qui changent.
En 1985, la première grande occasion pour les pilotes valdôtains. Les pilotes officiels manquent à l'appel parce que la course est sortie du championnat européen. Et Remo Celestia en profite tout de suite. Avec Ettore Vierin, les premiers valdôtains remportent le Valle d'Aoste. Finalmente Celestia, presente dalla prima edizione del Rally della Valle d'Aosta, quando nel 1971 si presentò a bordo di un Alfa Romeo 1750, per 3 volte secondo classificato, per 7 volte primo tra i valdostani, Celestia quest'anno con Ettore Vierin a bordo di una Lancia Rally 037 ha vinto la 15ª edizione della corsa automobilistica della nostra regione. Quando è che ti sei accorto di aver vinto questo rally? Ma quando Bentivoglia ha fatto quell'errore nella prova che è uscito, diversamente non c'era storia sulle prove nevate con le 4 ruote motrici, non ce l'avrei fatta. Ecco. Mais je me souviens que j'ai gagné avec beaucoup de plaisir parce que c'était une coupe adressée à mon vieux copain, qui était mort, le vieux organisateur du rallye, monsieur Abonam de Primo Grosso, et j'avais une sorte de rêve toujours de gagner ce rêve. Pour moi, c'était le maximum, voilà. Il y avait de neige dans certaines épreuves, mais pas partout. Hein. C'était pas comme là, 81, qu'il a neigé, il y avait des problèmes parce qu'il y avait des neiges à moitié goudronnées, à moitié avec la neige, à moitié glacée. Voilà, pour les pneus, c'était très difficile. Voilà. Et puis, avant tout ça, gagner, on espère toujours l'espoir de gagner. Mais il y avait même dans ma voiture, c'était bien. Mais il y avait, je ne me souviens pas, 2-3 voitures à 4 roues motrices. Il y avait des avantages Il pouvait monter des pneus sans clous pour monter même sur un peu de neige parce que sur la descente, il y avait seulement le goudron propre, il n'avait pas de problème. Hein. Au contraire, moi je voulais monter les pneus cloués, autrement je ne montais pas. Voilà. La course se décide dans l'épreuve spéciale à Alain. En pleine nuit, quand le leader Bruno Bentivogli sur Audi. Quand on descendait vers, disons, en haut de Gignot, il y avait 800 mètres, même, comme moins 400 mètres de glace. Et on devait aller avec un peu de tranquillité, on devait lever le pied. Et lui, il est arrivé là, avec trop de vitesse, et il a fait le classico dritto, il s'est enfilé dans un trou, mais il sortait seulement la plaque derrière. Celestia et Vierin passent en tête du rallye. Se défendent dans les ultimes épreuves du matin avec leur 0,37 privé. Mais la course n'est pas encore finie. Et puis nous avons eu des problèmes parce qu'on a fini, on ne pouvait même plus choisir les pneus. On avait seulement des pneus très étroits, ceux qu'on emploie en Finlande, très étroits avec beaucoup de clous. Et alors là, un désastre, parce que sur le goudron, c'était comme une danseuse. Et sur la neige, il n'y en avait pas du tout. Et quand on arrivait là, on avait fini les clous. Alors, ça avait un problème. Et lui, il a gagné Alain et aussi le pantalon. On m'a dit, maintenant, on va reprendre. Et il nous est arrivé très proche au sommet de Sommarèse. Et puis, quand on a commencé la descente, on l'a de nouveau éloigné. Je crois qu'il avait des problèmes à faire les virages avec les 4x4. Il y a beaucoup de virages très étroits. Et alors là, peut-être il avait quelques problèmes. Et nous, avec ces petites roues-là cloutées, on faisait bien des dérapages. Et à la fin, je croyais qu'il nous prenait. À la fin, il nous a pris 20 secondes, pas plus. Et on a tenu à la distance pour arriver à la fin. Celestia est au 7e ciel. Il remporte le rallye en mémoire de son ami Primo Grosso et reconnaît la valeur de l'adversaire. Si je ne sortais pas de route là, moi je n'aurais pas gagné. Hein. Sincèrement, parce que c'était une voiture, moi je ne pouvais pas gagner. Même si lui il était bien capable, moi plus. Avec une voiture comme ça, avec ces conditions, je ne pouvais pas gagner. 1986 voit la fin d'un nouveau championnat italien. Dario Cerato et sa Lancia d'un côté et Andrea Zanussi et sa Peugeot de l'autre. La maison française a remporté le championnat du monde.
la Lancia est encore sans titre et ne peut pas perdre en Italie. Cerato se présente au départ du Valle d'Aoste avec sa Delta S4, dernière génération. Un monstre de quelques 700 chevaux. La Peugeot envoie en renfort le Français Bruno Sabi, le meilleur asphaltiste dont elle dispose. C'est le combat des titans. Après la première étape, Cerato précède Zanussi de 2 minutes. Puis, le Frioulien de la Peugeot accélère et passe en tête. Il manque 2 épreuves au terme de la course et Peugeot est proche de remporter le titre. À la Salle, des clous placés avec écart selon Peugeot font sortir de route la 205 Turbo 16 de Zanussi qui prend feu. On se souvient de la tragédie du Tour de Corse et de la mort d'Henri Toivonen et Sergio Cresto. Zanussi et le navigateur Popi Amati sortent indemnes de la voiture en flammes. Roberto Bettanin arrive tout de suite sur le lieu de l'accident. On partait derrière Zanussi et on est arrivé après l'accident de Zanussi. Il était un peu en choc et on a usé notre extincteur pour éteindre l'incendie sur la voiture, sur la Peugeot. Ettore Vierin est pour la dernière fois en course, comme navigateur avant de devenir organisateur. L'édition très fameuse, très connue pour les clous de la Salle.